Raquel Rodriguez-Chuquet. Moi, je travaille au CNES, au sein du laboratoire d'observation de la Terre. Et dans le cadre du projet Floodam, je suis responsable du projet et on a monté un consortium avec plusieurs sociétés qui vous seront présentées par la vidéo. Donc, notamment la société Vortex IE, la société CLS Group, CS Group, CERFAX, le laboratoire de recherche de CERFAX, et Cancun. Parfait. Alors, je vais ouvrir la vidéo. Alors, Les épisodes de pluie très intenses et d'inondations ont le pouvoir de causer des destructions massives, avec pour conséquence des vies humaines perdues et des dégâts matériels importants. En France, près de 17,1 millions d'habitants permanents sont exposés aux conséquences des inondations par débordement de cours d'eau. Dans le monde, en 20 ans, les inondations ont touché plus de 2 milliards de personnes. On observe sur les dernières décennies une tendance à l'augmentation de ces phénomènes de pluie intense, probablement dus au changement climatique d'origine humaine. C'est dans ce contexte que le projet SCO Floodam TT a vu le jour. Son objectif principal est de mettre au point le prototype d'un jumeau numérique permettant de détecter, surveiller et évaluer de manière précise et fiable les inondations à l'échelle mondiale. Ce prototype, implémenté par des équipes d'ingénieurs et chercheurs, pourrait être commercialisé et fournir dans le futur un service automatisé pour les acteurs publics et privés du domaine de la gestion de l'eau et de la prévention des risques. Ce projet vise à automatiser l'ensemble du processus afin de détecter et d'alerter en cas d'inondation, cartographier rapidement l'étendue des inondations et surveiller les événements d'inondation en cours, prévoir l'étendue des surfaces inondées et les cartes d'élévation de surface libre, estimer en temps réel ou post-événement le risque financier associé aux inondations. Le projet Floodam DT s'inscrit dans l'initiative du Space for Climate Observatory, comme son précurseur Floodam. Au sein d'une coopération internationale franco-américaine, le projet SCO Floodam DT, porté par le CNES et le projet IDEAS, mené par la NASA dans le cadre du programme AIST, vise à concevoir un jumeau numérique du système terrestre basé sur les systèmes d'alerte et de cartographie de risques et impacts d'inondations aux échelles locales et globales en utilisant les technologies spatiales. Ainsi, les fournisseurs de données et les partenaires du projet collaborent pour intégrer ce projet dans une plateforme open source évolutive hydroweb.next, axée sur la distribution des données hydrologiques comme les ressources en eau et les risques des inondations. Les territoires Garonne en France et Ohio aux États-Unis ont été choisis comme bassin de démonstration pour ce projet. L'architecture du jumeau numérique pour l'hydrologie vise à connecter de manière dynamique des modèles hydrologiques et hydrodynamiques, ainsi que les données sur les eaux continentales provenant de diverses sources, telles que les mesures in situ, aéroportées, satellites d'imagerie radar, optique et altimétrie. Le projet SCO Floodam DT est une initiative innovante visant à mieux simuler et prévoir les inondations grâce à l'alliance de technologies spatiales et numériques permettant une cartographie précise des inondations. En combinant des modèles physiques à différentes échelles avec diverses sources de données, ce projet contribue à l'estimation des impacts des inondations, la prévention et l'atténuation de celles-ci, tout en renforçant la résilience des communautés et des infrastructures face aux défis croissants du changement climatique. et du coup, Raquel, je vous laisse je vous laisse la main. Bon, mais parfait. Merci beaucoup. Donc, les contextes et les objectifs du projet vous ont été très bien présentés par la vidéo. Donc, là, dans cette présentation, je vais me focaliser pour vous présenter les derniers avancements du projet et faire un statut des lignes. Donc, les données qu'on utilise au sein du projet, c'est d'une part des données spatiales, donc de différents types. Donc, on utilise les données haute résolution euh, fournies, fournies par une grande partie par les programmes de Copernicus, donc dont Sentinel-1, Sentinel-2,
Sentinel-6 et Sentinel-3, mais aussi on utilise des données accessibles et disponibles, celles de Landsat 8 et 9, et bientôt on espère pouvoir aussi utiliser les données SWOT. On utilise également des données à très haute résolution, donc des données commerciales donc, à la demande, comme celles de Pléiade, Pléiade Neo et TerraSat-X, qui sont fournies par Airbus, mais aussi des données accessibles comme SAOCOM, des données qui sont des données radar et Novasar, et on espère aussi pouvoir utiliser les futures données des NISA. Au sein du projet, on utilise également des produits dérivés de ces données citées précédemment, notamment concernant les cartes d'occupation du sol et les différents modèles numériques de terrain et de choses. En plus de ces données satellitaires, on s'appuie fortement sur les données du réseau des stations in situ nationales à Vigicru en France, ainsi que des données de la société Vortex AIE qui instrumentait une bonne partie des bassins versants avec ces capteurs. Et on utilisera aussi les stations in situ du réseau national américain USGS. Toutes ces données, ils vont intervenir sur les différents modules de la chaîne de traitement de Claude Dam. Donc, à la fois, ils vont intervenir sur la partie de la cartographie rapide de l'étendue des inondations. Ils vont intervenir sur la partie des prévisions des étendues d'inondations et la génération des cartes d'élévation des surfaces libres via des modèles hydrodynamiques avec la simulation des données. Et enfin, ils vont intervenir sur l'estimation des risques et l'évaluation des impacts socio-économiques. Le suivant. Donc aujourd'hui, on s'approche à la fin du développement de la solution et on a tout juste commencé l'intégration de la chaîne dans la plateforme HydroWebNext qui vous a été présentée précédemment. Donc, je vais vous partager les dernières réalisations qui ont été faites par les différentes sociétés impliquées sur les différents modules de la chaîne de traitement. Donc, concernant les modules qui va générer la cartographie rapide des inondations, au moment qu'une alerte est déclenchée, on a fait, la société CLS Group a fait des travaux pour améliorer l'algorithme de détection des inondations appelé FloodML sur les zones où la détection est compliquée, notamment dans les zones où il y a l'inondation sur un couvert végétal. Donc, tout d'abord, il y a une analyse comparative entre différents acteurs a été réalisée, ce qui est synthétisé sur le tableau du slide. Et en bas, il y a un exemple pour un événement d'inondation en 2019 en Irlande sur la rivière Shannon, dont une analyse comparative a été faite entre les cartes d'étendue d'inondation issues des Sentinel-1, donc en travaillant avec une bande de fréquence 7, et les cartes d'inondation obtenues à partir des données SAOCOM. Donc, SAOCOM utilise une bande de fréquence beaucoup plus basse. Donc, ce que vous pouvez observer, c'est qu'avec les données en bandelle à droite, on arrive à observer des zones inondées que sur la carte Sentinel-1, on n'observe pas. Donc, l'idée, c'est maintenant de choisir quelles données on va pouvoir intégrer dans l'algorithme FloodML afin d'améliorer les détections dans ces zones un peu complexes. Suivant.
Un autre axe de travail qui a été réalisé dans ces modules, c'est l'intégration de l'occupation du sol issu des lézards walkovers directement dans l'algorithme. Ce qui permet d'avoir en sortie une carte de l'étendue d'inondation à 6 niveaux de détection de la surface inondée. Sur la figure, j'illustre l'événement d'inondation sur l'Ohio de 2018. Donc, en bleu foncé, c'est les cours d'eau de l'Ohio. En bleu en bleu flashy, c'est la partie inondée. En vert, c'est la forêt. En orange, c'est la forêt qui a été probablement inondée. En rouge, la partie des zones urbaines. Et en rose, les zones urbaines qui sont probablement inondées. À noter que ces modules de cartographie rapide des inondations, ils s'activent grâce à des alertes qui seront envoyées par la plateforme Milestone développée par Vortex.eu, qui permet justement de détecter les anomalies d'auteur 2 et de déclencher les alertes. Suivant. Donc, concernant le module modélisation de la chaîne de traitement, sur le dessin versant du démonstrateur du projet, donc ici, un exemple sur la Garona marmandaise entre le secteur compris entre l'Alvéole et Tonneins. Des études ont été menées par les laboratoires de recherche de Fairfax pour mieux simuler les événements des crues sur cette zone qui est soumise à des inondations fréquentes. Suivant. Donc, en effet, les modèles hydrodynamiques avec assimilation des données fournissent des cartes d'auteur 2, comme c'est illustré à gauche, et des cartes d'élévation de surface, comme c'est illustré à droite, sur l'ensemble du domaine simulé à un pas de temps très fin. Ces simulations ils peuvent être faites soit dans le passé, donc en réanalyse, soit en prévision au-delà du temps présent. Donc, afin d'améliorer la performance et la capacité de la représentation et de la prévision des inondations à une échelle locale, des études sur l'assimilation des données ont été menées par le Fairfax et je vais vous présenter quelques-uns. Suivant. Donc, une des premières études que le Fairfax a entamées, c'est l'assimilation des données multisources, dont ils ont constaté que lorsqu'ils vont utiliser des données in situ et des données, des produits dérivés de l'imagerie satellite, donc ici Sentinel-1, on améliore les résultats des prévisions. Donc, ici, je vous montre un exemple d'assimilation des données en intégrant en plus des données altimétriques. À gauche, je vous montre une étude qui a été menée dans le cadre du projet Tosca Soddam, dont il a été réalisé une assimilation des données synthétiques des sortes. Donc, les résultats de cette assimilation, ils ont amené de bons résultats et on espère pouvoir utiliser bientôt les données réelles sortes. À droite, c'est un autre exemple de l'utilisation des données altimétriques, celles issues de Sentinel-6. Et donc, ces travaux ont été réalisés en étroite collaboration avec le NES qui, grâce à un traitement basé sur le Polyfocus SAR, il a permis d'obtenir d'auteur 2 tous les 10 mètres le long de la center line de la rivière en dessous du passage du Sentinel 6. Et le tableau tout en dessus, il montre
une comparaison entre les différentes expériences de modélisation sans assimilation, donc le mode freerun et avec assimilation, soit des données in situ uniquement, soit des données de télédétection. Et c'est qu'on constate que l'écart de l'erreur quadratique diminue lorsqu'on va utiliser les données de télédétection. Suivant. Un autre axe de travail mené par le CERFAC, c'est l'amélioration de la capacité prédictive du modèle hydrodynamique au-delà du temps de transfert du bassin. Et pour cela, il a été remplacé la condition limite d'apport de la rivière que normalement elle est fournie par l'hydrogramme observé, donc on peut voir sur la courbe orange, par une prévision de cet apport issu d'une simulation hydrologique grande échelle. Donc c'est la courbe verte. Donc, cette expérience a été menée avec des succès, enchaînant des modèles à grande échelle rapides avec les modèles hydrodynamiques d'une petite échelle, Télémac 2D, sur le bassin de la Garenne. Et ce qu'on peut observer dans la figure en bas, au niveau des cartes de contingence qui vont représenter la prévision de l'étendue d'inondation, c'est que lorsqu'on va assimiler des données in situ ainsi que les données de détection, on arrive à corriger beaucoup mieux les débits prédits. Donc, notamment, vous pouvez voir que les zones qu'avant, ils étaient sous-prédites en jaune, maintenant, ils sont bien prédites en bleu. Et enfin, suivant. Et enfin, un nouveau travail qui est en cours de réalisation au niveau du CERFAC, c'est la mise en place du modèle hydrodynamique sur les bassins versants de l'Ohio, sur la section comprise entre Cannelton et Newport. Suivant. Et ici, je vous montre une des premières sorties du modèle avec la cartographie des hauteurs 2 et à gauche et la surface libre. Et enfin, concernant les modules qui va estimer le risque économique et l'impact sur la population, c'est des travaux menés par la société CanCube qui ils ont pour objectif de définir la maquette en cours sur la plateforme qui va permettre de chiffrer les coûts estimés issus de l'inondation, la surface impactée en fonction des différents types de classes d'occupation sur le territoire, et qui apportera aussi également des informations sur la population impactée et les actualités correspondantes à l'événement. Donc, à droite, vous avez une illustration de la plateforme dont l'image montre la cartographie des inondations. À nous, à droite, c'est la distribution des classes d'occupation des sols sur la zone d'intérêt. Et tout en bas, il montre la courbe d'évolution des estimations des coûts en fonction du temps pendant toute la durée des inondations, ainsi que la population impactée. Et enfin, en bas à droite, c'est le world map généré à partir de l'analyse des actualités liées à l'événement. Et tout à gauche, je montre une sortie intermédiaire de la plateforme sur la cartographie des coûts par pixel sur la zone de démonstration en Marmande pour toute la durée d'inondation et pour la classe agricole, dont le coût estimé a été de 1 687 000. Suivant. Enfin, juste dire que toute la chaîne, il sera, on a commencé les travaux d'intégration dans la plateforme HydroWebNext et ce travail, il est mené par ce groupe et on prévoit une finalisation de l'intégration en juin 2024. Donc, les liens du projet Flooddown
avec d'autres projets du SCO et ailleurs. C'est notamment bon, avec son prédécesseur, c'est SCO Floodam. Donc, c'est juste une suite dans les cadres d'un jumeau numérique avec la NASA. Donc, dans ce contexte, justement, les projets IDEAS, donc de la NASA, du programme ESTO, donc Earth Science Technology Office and Advanced Information System Technology, conjointement avec le SCO Floodam Digital Twin, vise à concevoir justement un jumeau numérique du système terrestre focalisé sur les inondations pour des systèmes d'alerte et de cartographie des risques d'inondation à une échelle locale et globale, tout en utilisant des technologies spatiales. Et enfin, le prix est strictement lié au projet FloodML, qui est à l'origine de la création de l'algorithme machine learning de détection et de cartographie de l'étendue d'inondation. Quelques références de toutes les études qui ont été menées, notamment par les de certaines sur les publications que nous avons faites. Merci. Si vous avez des questions. Merci Raquel, je vois qu'il y a une question. Ok, donc merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions lors de la réunion après. D'accord, je pensais qu'il y avait une question là de Guiroas, mais non. Non, non, c'était mes applaudissements, tout simplement. D'accord. Très bien. Oui, excuse-moi. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, Raquel, dans une de tes planches, tu as marqué, vous avez comparé plusieurs types de données radar en entrée, c'est ça? oui. Bon, est-ce que là, alors je me souviens, AOSCOM, données que je ne connais pas, mais bon, les sentinelles, on les a ça, de manière régulière. Est-ce que c'est le cas des autres données Mais radar? non, c'est là le problème. Vous m'entendez bien? On t'entend, oui. Oui. Alors, le problème, c'est la disposition de ces données un peu partout et tout le temps. Donc, SAOCOM, par exemple, c'est une mission en bundle. Elle est pas, par exemple, disponible dans le bassin démonstrateur. Et donc, du coup, je vous ai montré un exemple sur l'Irlande. Mais bon, donc c'est ça les problèmes. Les problèmes, c'est la quantité de données qu'on dispose à niveau global. Donc, Sentinel, c'est très bien. Mais après, les autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, il se trouve qu'hier, oui, on a présenté l'appel à projet du SCO et j'avais proposé donc à Loft Orbital de présenter leur constellation et donner, enfin, en gros, leur offre. Et nous parler justement de cette agilité qui pouvait être déployée et faire une acquisition multicapteur, notamment en radar, de manière pratiquement, avec une programmation pratiquement dans l'heure. Donc, est-ce que ce type d'agilité sur des constellations privées pourrait finalement se plugger en entrée de ce système? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ça qu'on est en train de chercher. Par exemple, sur des constellations de type Capella ou Umbra,
dont on a des données, mais après c'est commercial, donc c'est payant. Donc c'est un peu plus restreint. Donc il faut avoir les budgets pour pouvoir payer ces données. Alors que Saocom, Oui. sont gratuites. Non, mais c'est pas inintéressant. Là, je vois qu'Elisa Garcaillon n'est plus dans la réunion, mais voilà, ça pourrait être intéressant Oui, de regarder au oui, moins tout sur à des fait, données, tout à fait. des configurations simulées pour compléter toute cette chaîne. Merci. Moi, j'ai une petite remarque pour suivre, si vous permettez, juste Raquel, par rapport à ce que tu viens de dire. Après, tu peux avoir un modèle économique qui est un modèle payant. Je veux dire, les assureurs, ils seraient intéressés d'avoir une évaluation assez précise, hein. Ah oui, oui, oui. Donc, est-ce que par rapport à ça, dans votre projet, vous avez investigué en fait la nature du business model que vous pourriez développer par rapport à différents types de publics? Parce que du coup, c'est pas très grave si tu fais de l'acquisition payante en one-off de temps en temps pour répondre pour Mhm, répondre à une proposition. mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, dans le cadre du projet, on va investir sur l'achat de certaines données commerciales, justement pour démontrer l'apport de ces données. Mm. Et par rapport au modèle d'estimation Mm. des risques, ben oui, ça sera, on va le démontrer avec ces nouvelles données, oui. Mm. Et j'avais une deuxième question. Votre chiffrage d'impact financier, vous vous appuyez sur quel type de données pour faire ça? Alors là, je vais laisser répondre à mon partenaire du projet de calcul. Je pense qu'il est là. Othman? Alors, on vous entend pas, Otman. J'ai vu que vous avez démuté le micro, mais on vous entend pas. Bon, bah, vous pouvez répondre sur le chat, hein. Ouais, si vous avez un problème de micro, ouais, effectivement, votre micro est ouvert, mais c'est pas grave. Mais vous pouvez me répondre dans le chat parce que effectivement, je voyais que la variété des impacts potentiels, c'est pas la même Oui. chose évidemment sur une forêt, sur un Mm. terrain urbain, etc. Et donc, j'étais intéressée de savoir comment vous aviez fait vos calculs. Mais vous pouvez répondre dans le chat, hein, bien sûr. Merci. Parfait. Alors, on va passer du coup à la présentation suivante avec Bosco et Laurent qui est connecté. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, oui, on vous entend, Otman. Ouais, on vous entend, Antman. Ok, je ne sais pas si vous préférez que je Ah bah oui, oui, prenez une minute. Prenez une minute pour répondre, c'est quand même mieux que par chat. Ok, alors en fait, au niveau en fait, de à Concube, on développe on a d'autres projets de type en fait, asset mapping qui nous permet en fait c'est un projet qui développe une base de données qui nous permet de collecter quelques informations sur des assets, du coup que ce soit agricole, des mines, des entreprises, etc., etc. Et du coup, c'est en combinant les informations d'inondation avec notre base de données d'asset mapping qu'on pourra en fait trouver un chiffrage. Et comment ça se passe plus en détail, c'est que grâce aux cartes d'inondation, on va construire une map de risque physique en fait. Et à partir de ce risque physique et notre base de données interne d'asset mapping, on va pouvoir combiner ces deux informations pour donner une estimation finale du cours financier. D'accord. Et votre base de données perso, elle est basée sur en fait un historique de l'estimation des dégâts dans des cas précédents, c'est ça? Entre autres, en fait, parce que, par exemple, si je prends l'exemple d'une entreprise, supposons qu'il y a une entreprise qui a été impactée enfin une usine, par exemple, qui a été impactée par l'inondation. Nous, on va savoir que cette usine, elle produit tel et tel, en fait, comment dire,
elle va pouvoir gagner tel et tel d'argent par jour. Et nous, avec la durée de l'inondation et des collectes de news, une analyse de données textuelles, etc., on va pouvoir savoir justement que le fait de fermer pendant une période, ça a causé une perte de telle et telle, en fait, de telle Ah somme oui. d'argent à cette entreprise, par exemple. Parce Ok. qu'on fait également des agrégations par secteur, c'est-à-dire que ça pourrait être au niveau d'une entreprise, d'un secteur économique carrément, genre agricole, ou également on fait des impacts financiers, des impacts sur des populations. Du coup, là, ça correspond pas forcément aux chiffres, enfin à des chiffres en dollars. Et, voilà, c'est la Ok. population impactée. Ok. Effectivement. C'est complexe. Merci.